je vous laisse place pour démarrer cette table ronde et je reviendrai à la fin. Bonne conférence et bonne table ronde à tous. Super. Merci. Ravie d'être avec vous, ravie de vous voir aussi nombreux en ligne. Donc, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions pour poser vos questions. On va évidemment garder du temps tout au long de notre table ronde pour pouvoir y répondre. Voter, commenter, on sera là pour vous répondre. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Je vais effectivement animer cette table ronde. On est ensemble pour 50 minutes. Et juste pour vous donner un mot de contexte, moi je suis recruteuse de talents digitaux. Je travaille comme indépendante pour le cabinet de recrutement Digirox, qui est spécialisé sur 50 métiers du digital. Et j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités, 3 personnes de secteurs différents, donc Amandine, Marjolaine et Quentin, que je laisserai se présenter dans une minute. L'idée, c'est vraiment qu'on parle avec vous, qu'on fasse un point de ce qui est en train de se passer sur le marché du travail et en termes d'organisation dans les entreprises ou dans les agences sur ces équipes de contenu et de SEO. Juste peut-être un point de contexte de ce que je vois moi en tant que recruteuse sur le marché. Aujourd'hui, on est confronté à une certaine pénurie de talents sur ces métiers du SEO. C'est le cas pour d'autres métiers, mais en SEO particulièrement. Une forte hausse des salaires. On constate des plus 15%, y compris sur des jobs de débutants. Donc, que ce soit des chefs de projet SEO, des responsables SEO, on voit vraiment les tarifs augmenter. Une tendance à l'hyperspécialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit un découplage certain entre le sémantique et le technique, et évidemment, on va y revenir dans un moment. Et puis, une montée en compétences des gens qui étaient ou des personnes qui travaillaient sur la partie contenu, avec de plus en plus de content factory ou des compétences en SEO et donc en rédaction orientée SEO ou SEO compatible pour être de plus en plus visible. Voilà, et avec tout ça, on a aussi des écoles qui ont du mal à suivre, mais vous allez nous partager votre expérience, Amandine, Marjolaine et Quentin. Peut-être un mot pour vous présenter, du coup, rapidement, et peut-être nous dire en introduction quel type d'organisation vous avez choisi d'adopter pour être efficace en termes de contenu et de SEO. Amandine, je te laisse la main. Oui, merci Anne-Sophie. Eh bien, bonjour à tous. En ce qui me concerne, je suis responsable des contenus digitaux et de la stratégie SEO au sein d'un groupe de médias. Donc, je suis plutôt dans le secteur du média. Donc, pour certains titres, on a des équivalents magazine papier, pas pour tous. En ce qui me concerne, j'ai en interne une équipe de 6 personnes qui ont une majeure plutôt pilotage et une mineure opérationnelle, mais on pourra peut-être détailler un tout petit peu plus tard. Et du coup, aussi une équipe de rédacteurs externes, experts sur les sujets qui nous occupent, puisque nous sommes sur les secteurs de la maison, donc jardinage, travaux, bricolage, tendance déco, trucs et astuces. Super. Marjolaine, donc toi, on passe côté immobilier et côté Paris. Exactement. Alors, côté Paris, le siège est à Paris, mais on intervient sur l'ensemble du territoire français. Oui, nous, on est dans le secteur immobilier, on est sur différentes lignes de métier, donc des lignes de métier B2C, B2B, B2B2C parfois, et du coup, des problématiques qui sont extrêmement complexes et très liées à des problématiques juridiques, donc on ne peut absolument pas se permettre de dire n'importe quoi. On a des guidelines très précises. On a fait néanmoins le choix d'externaliser beaucoup. Donc, on travaille avec une agence de contenu, une agence de SEO, plusieurs freelances, et en interne, moi, je coordonne une alternante et du coup, tous les intervenants externes, et je réponds pour répondre aux besoins des différentes lignes de métier. Donc, on passe par des sujets très variés. Et nous, nos objectifs, c'est vraiment d'obtenir des leads et des conversions. Donc, on est sur des objectifs un peu e-commerce, mais on ne peut pas vraiment parler de e-commerce dans l'immobilier, parce qu'on a rarement... on n'achète pas un appartement comme une paire de chaussettes. C'est clair. Merci à Marjolaine. Et Quentin, donc toi, tu es du côté de l'Alsace et tu es plutôt dans les pièces détachées. C'est ça, donc oui, nous on travaille dans les pièces détachées. Alors la société est à Paris, mais du coup on est dans le e-commerce. Nous, on a eu un parcours complètement différent où en fait au début c'était externalisé et maintenant du coup on a tout internalisé. En fait, voilà, pour du coup répondre à nos besoins.
La partie est très très technique en fait. Nous, tout ce qu'on écrit, ça va être des tutoriels par exemple pour réparer, donc on ne peut pas non plus écrire n'importe quoi parce que derrière les gens ont besoin que ce soit concret et que ce soit réparable de leur côté. Donc voilà, on doit faire hyper attention à ça et c'est aussi ce qui explique pourquoi le choix de l'internalisation. Et donc, du coup, j'ai oublié de dire, moi je gère toute la partie SEO et SEA de la boîte. Pour du coup voilà, faire le lien entre les deux et du coup avoir une bonne alchimie entre tout ça. Super, merci de cette présentation. Peut-être une première question qui est arrivée dans le chat et qui va me servir de transition. C'est Jenna qui nous dit les agences SEO cherchent souvent un mouton à 5 pattes avec des profils vraiment… a priori, on a un problème de son. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui? Mettez-moi un petit message dans le chat pour voir s'il n'y a pas de soucis techniques. En tout cas, donc, sur la partie mouton à 5 pattes et quelles sont les compétences que vous recherchez, aujourd'hui, effectivement, on voit des choses assez différentes entre les agences qui ont plutôt tendance à se spécialiser avec des profils soit techniques, soit sémantiques, soit de netlinking. Comment ça se passe côté annonceur? Peut-être Amandine, un mot sur ton équipe et les compétences dont tu as besoin, toi, au sein de ton équipe. Alors évidemment, j'ai besoin du mouton à 5 pattes, un petit peu dans l'idéal. C'est-à-dire que j'ai des personnes dans mon équipe en interne qui sont très qualifiées en termes de contenu et de rédactionnel. On fait appel à des rédacteurs externes parce qu'on est aussi sur des sujets d'expertise, un peu comme Quentin, où il faut rédiger des pas à pas, ce sont des contenus pratiques. À côté de ça, en interne, c'est vrai qu'il faut faire le lien aussi avec plein d'autres services et notamment les services auprès de nos développeurs quand il y a besoin de faire des améliorations, parce qu'il y a aussi cette partie technique du SEO. Donc, je pense que c'est important. Soit on peut être spécialisé dans l'un ou dans l'autre, mais du coup d'avoir un peu la curiosité ou en tout cas la veille de savoir comment communiquer sur le pendant. Et puis la dernière chose, c'est que pour moi, ça s'inscrit vraiment dans un écosystème au sens large dans le monde du digital. Et c'est vrai que soit on a des spécialistes vraiment web marketing, mais qui du coup ont peut-être un peu moins d'appétence SEO, ou alors l'inverse, des personnes qui sont très, très, très capées en SEO, mais qui ont peut-être un petit peu moins la vision globale 360 de comment ça s'inscrit dans une stratégie digitale. Et du coup, c'est là, ces derniers temps, en tout cas pour ma part, que j'ai eu du mal à faire le lien quand j'ai cherché des profils ou que j'essaye en interne de faire monter en compétences afin d'acquérir un petit peu cette vision assez globale pour que tout puisse fonctionner en écosystème. Ok. Merci. Toi, Marjolaine, spécialisation dans tes équipes ou comment tu fonctionnes en termes de compétences? Qu'est-ce que tu vas chercher sur le marché? Eh ben, contrairement à Amandine, moi, je pense pas qu'on cherche le mouton à 5 pattes chez nous. Puisqu'en fait, comme moi, je m'occupe de coordonner la partie SEO et la partie contenu, en fait, j'ai pas besoin, par exemple, qu'un rédacteur soit absolument nickel en SEO, qu'il ait des connaissances techniques. Non, j'ai besoin vraiment que le rédacteur, il ait les bases de SEO, il sache de quoi il s'agit et il fasse certainement un petit peu de veille pour connaître les nouvelles guidelines de Google. Mais en revanche, j'ai surtout besoin qu'il s'intéresse au secteur parce que ça, c'est absolument crucial chez nous, qu'il ait une appétence marketing pour la performance et le fait de pousser à la conversion et qu'il ait une bonne plume. Et la partie SEO, on a une agence qui travaille avec nous depuis, je sais pas, 10 ans, 15 ans, qui nous connaissent parfaitement et sur les aspects techniques, on gère ça avec eux. Et ils nous font aussi des recos sur le contenu. Mais en revanche, voilà, c'est pour nous, on a vraiment partitionné les rôles et voilà, le fait que moi, je m'occupe de la coordination, pour moi, ça libère les profils de cette exigence d'avoir énormément de compétences. Mais du coup, c'est vrai qu'en revanche, sur les compétences qu'on attend, on va être absolument drastique. Quentin, toi, tu as à l'inverse fait le choix de l'internalisation. Donc là, du coup, quel type de profil tu es allé chercher pour pouvoir répondre à tes attentes? Et ben alors, oui, du coup, nous, on a la première chose en fait qu'on regardait, c'était d'abord si la personne avait une appétence par rapport au sujet qu'elle allait traiter. Parce qu'en fait, pour nous, c'était hyper important, à partir du moment où du coup, cette personne allait être salariée, d'avoir vraiment envie en fait de traiter ce sujet, parce que derrière, on avait beaucoup de contenu à écrire.
Et du coup, ce sera son travail quotidien. Donc, si le sujet déjà ne l'intéresse pas, c'était vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'était pas les compétences SEO, mais plutôt les compétences rédactionnelles. Parce qu'en fait, on avait besoin que cette personne, elle écrive bien, qu'elle s'intéresse au sujet. Et en fait, on s'est dit que le SEO, c'était un plus. Et qu'au pire des cas, si la personne ne l'a pas, eh ben, on la formera via des outils. Nous, en l'occurrence, on utilise SEMJ, mais voilà, il y a des outils qui permettent de former les personnes qui savent bien écrire, mais qui ne sont pas forcément très OK sur la SEO. Et au final, on a eu de la chance, la personne qu'on a recrutée était aussi OK en SEO, donc du coup, on a eu le mouton à 5 pattes de notre côté. Mais donc, voilà, nous, c'était vraiment d'abord les premiers points, c'était est-ce que le sujet intéresse et est-ce que la personne écrit bien, avant de se dire est-ce que la personne connaît la SEO. Donc, si je résume bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est d'abord une bonne connaissance des secteurs sur lesquels vous travaillez, quel que soit votre environnement, des sacrées compétences rédactionnelles et finalement le SEO, d'un son point de vue technique, on peut l'apprendre et on peut monter en compétence sur ces sujets-là. C'est ça l'idée. Quelles sont les principales problématiques auxquelles vous vous heurtez aujourd'hui? Qui veut commencer? Marjolaine? Alors oui, nous en fait en termes de recrutement, je dirais que la principale difficulté dans la mesure où on a fait le choix de l'externalisation, ça reste souvent on a une certaine déception parce qu'il y a ces 3 piliers. Il y a les connaissances SEO, en général, les agences auxquelles on fait appel, elles les ont. Donc c'est pas la question. Ensuite, il y a le 2e pilier qui est le fait d'être très bon en rédaction et le 3e pilier qui est la bonne connaissance du secteur. Et c'est vrai que quand on fait appel à une agence, on s'attend à ce que ces 3 piliers, ils soient nickel. Et en fait, c'est vrai que nous, la difficulté qu'on rencontre le plus souvent, c'est de faire face, enfin de recevoir des contenus qui vont être décevants sur la connaissance secteur ou qui vont tenir des propos qui vont pas être validés derrière parce que nos experts vont dire bah non ça c'est pas vrai, ça légalement on peut pas le dire et du coup bah c'est beaucoup de travail derrière pour retravailler les contenus et du coup c'est énormément de temps. Et ou alors ça va être de recevoir des contenus avec des coquilles, des fautes d'orthographe, des expressions qui sont des connecteurs logiques qui ont rien à faire là, des phrases qui sont extrêmement raides, extrêmement lourdes, un peu cette idée qui accompagne le SEO depuis longtemps, qu'il faut répéter les mots-clés, il faut remettre indéfiniment les mêmes expressions. Et en fait, ça fait des textes qui sont lourdingues, qui sont illisibles. Et nous, déjà, on a un sujet qui est très sérieux. On est sur des sujets de grands, quoi. On n'est pas sur des sujets extrêmement affinitaires. On ne parle pas vacances, on ne parle pas sorties. Donc, en fait, on a vraiment besoin que les gens puissent se concentrer sur notre contenu. Et voilà, souvent, en fait, si la forme est un obstacle, on n'atteindra jamais nos objectifs. Ok. Quentin, tu voulais prendre la parole. Alors, toi qui as la démarche inverse, qui a plutôt internalisé, quels sont les la gestion du temps. C'est ça. Nous, c'est la gestion du temps, clairement, parce qu'en fait, voilà, on ne fait pas appel à une agence, donc forcément, la personne elle a un temps imparti pour travailler et organiser tout son travail. Donc, du coup, nous, la plus grosse problématique qu'on a, c'est celle-ci. Et pour la contrecarrer, entre guillemets, en fait, il faut bien équiper les personnes, en fait, avoir des bons outils qui permettent en fait de gagner du temps sur des petites tâches un peu répétitives, etc. Mais en tout cas, voilà, nous, vraiment, la grosse problématique, c'est la gestion du temps. Et puis après, il y a aussi l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la personne elle puisse travailler dans de bonnes conditions avec des bons outils et de pas avoir trop d'intermédiaires pour valider ce qu'elle est en train de faire, en fait. Parce que si elle doit valider chacune des phrases qu'elle écrit, en fait, on ne peut pas en fait, avancer plus rapidement et ça vient rejoindre le premier point de la gestion du temps. Donc, voilà, nous, vraiment, les 2 grosses problématiques qu'on a, c'est celle-ci. Okay. Vraiment à gérer, même encore au quotidien, en fait. C'est à partir du moment où on a une petite équipe, je pense que la gestion du temps restera toujours une problématique. Du coup, hard skills, soft skills, Amandine, quel est toi ce que tu vois et ce dont tu as besoin Comme Marjolaine, on faisait appel à une agence externe pour la rédaction d'un certain nombre de contenus jusqu'à il y a un petit peu plus d'1 an et demi. On a rencontré les mêmes difficultés de qualité rédactionnelle, de syntaxe et puis même de compréhension parfois de la loi. On est sur des sujets pour certains qui peuvent être, on délivre des contenus pratiques qui peuvent être
comment mettre à niveau son tableau électrique ou comment faire une isolation en éco-construction. Il y a des questions de normes, de labels, de sécurité. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment se tromper. Donc, ça nécessitait parfois de faire une deuxième repasse, voire une troisième repasse de validation avant de mettre en ligne. Donc, c'était assez infernal. Et finalement, en passant 3 fois le temps, on y met aussi 3 fois le prix. Donc, il y a ça. Donc, du coup, on a décidé de procéder autrement et j'ai pris le temps d'aller me constituer un carnet d'adresses de rédacteurs qui sont experts des thématiques et qui ont suivi une formation SEO. Donc, je suis allée vraiment chercher sur des réseaux de rédacteurs SEO pour ne plus avoir ce souci-là et on fonctionne en totale confiance aujourd'hui. On perd beaucoup moins de temps sur ces aspects-là, en tout cas. Et dans l'équipe, du coup, un peu comme Quentin, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu plus spécialisés d'un point de vue sectoriel et qu'on a formé en interne sur les outils et qu'on continue de former au quotidien. Et à l'inverse, dans les derniers recrutements, on a plutôt été chercher des profils un peu plus larges, 360, qu'on va former plus sur ce qu'on attend en termes de pilotage et de coordination, parce qu'on est en train de revoir un petit peu les périmètres aussi de postes et de les faire évoluer, parce que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas les besoins d'il y a 2 ans et ils sont encore moins les besoins d'avant Covid. Donc voilà, donc c'est très important. On fait vraiment évoluer les choses au quotidien et toujours dans le dialogue, que ce soit en interne ou en externe. Et pour ma part, la difficulté principale que je rencontre, c'est la compréhension du métier de SEO. C'est une difficulté que, alors nous, on est dans une entreprise voilà, qui a une certaine taille. Il y a un petit peu de travail parfois de pédagogie de qu'est-ce qu'amène le SEO, pourquoi c'est important d'en tenir compte. On n'est pas obligé de faire du SEO parfait, même d'ailleurs c'est peut-être pas forcément hyper conseillé d'avoir vraiment le SEO parfait, mais en tout cas d'avoir des points de vigilance aux endroits où c'est vraiment stratégique et crucial. Et du coup d'avoir un petit peu cette pédagogie de faire comprendre qu'est-ce que le SEO et à quoi ça sert. Okay. J'ai beaucoup de questions qui arrivent sur double compétence ou pas double compétence. Je peux peut-être prendre ce point et puis vous abonderez ou vous me contredirez. En tout cas, moi, ce que je vois en tant que recruteuse dans les demandes de mes clients, c'est que soit on va vers des profils que je vais appeler de content managers, donc de gens qui savent écrire, des plumes, des rédacteurs, des copywriters. Alors les mots peuvent être différents en fonction des secteurs d'activité, de la tendance plutôt communication ou plutôt marketing. En tout cas, c'est des gens qui vont savoir écrire et qui vont savoir écrire pour vendre. Donc ça, vraiment, des gens qui vont avoir une belle plume, une orthographe et une grammaire irréprochables et qui, s'ils ont 2-3 notions de SEO, ça va plutôt marcher. Mais effectivement, comme dans beaucoup de talents du digital aujourd'hui, on a une forme de double compétence. Rédactionnelle d'abord et SEO au moins en vernis ensuite. Et à l'inverse, si on parle de la dimension technique, donc comment on va valoriser, mettre des balises, etc., et valoriser au mieux les contenus, on va plutôt avoir des profils techniques, des anciens développeurs, des gens qui vont avoir finalement un background technique, HTML, CSS, qui vont maîtriser un certain nombre d'outils, SEMrush, Screaming Frog et autres, et qui vont être capables d'avoir une culture marketing ou une culture communication pour valoriser au mieux les contenus qu'on va leur confier. Mais effectivement, on est plutôt sur des moutons que je vais appeler à 2 pattes, plutôt qu'à 5, mais en tout cas une double compétence qui est de plus en plus nécessaire. On a aussi beaucoup de questions sur les salaires. Est-ce que vous voulez nous partager ou est-ce que je donne une vision globale de ce qui se passe sur le marché en termes de salaire sur ces profils? Alors, je ne vais pas partager les salaires, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a déjà, effectivement, le niveau de compétence, le niveau d'expertise, si c'est sectoriel. Il y a plein de choses à prendre en compte. Nous, après, dans notre mode de recrutement, on a mis en place aussi des cas pratiques. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a quelques temps. On va prendre en compte toutes ces choses-là et pour les rédacteurs externes, ça va aussi dépendre
du niveau d'expertise du contenu, si on est sur du truc et astuce ou sur, je pense que Quentin comprendra, sur le changement d'une pièce automobile. Voilà, on valorise aussi soit le temps passé si ça demande plus de recherche en maîtrise énergétique par exemple, soit l'expertise si on est sur du tuto hyper spécialisé et peut-être et un petit peu moins quand c'est quelque chose de beaucoup plus généraliste, de beaucoup plus quotidien. Voilà, en tout cas pour les grandes lignes. Pour les grandes lignes. Marjolaine, Oui. un mot sur le sujet, ou Quentin, vas-y. Alors, Vas-y, excuse-moi. moi, de mon côté, pareil, je ne vais pas vous partager des salaires précis. En revanche, nous, par exemple, on est prêt à valoriser aussi quand on trouve, par exemple, des profils de freelance qui sont capables de nous rendre en très peu de temps des contenus qui sont de bonne qualité, qui correspondent bien à nos besoins. Ils commencent à bien connaître la boîte, on travaille bien avec eux. Bah, on va avoir beaucoup plus de facilité à valoriser financièrement aussi cette collaboration. Que lorsqu'on démarre que lorsque vraiment on démarre avec un profil qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que quelque part, on a pour nous un côté plus satisfaisant à valoriser vraiment une personne dont on sait qu'elle fait un travail qui nous aide énormément, que parfois, lorsqu'on reçoit les devis des agences et qu'on voit qu'il y a énormément de prestats prévus, alors que nous, on voulait juste quelques textes et eux, ils nous mettent un devis monstrueux avec plein de prestats, et derrière un gros budget, et tout compte fait, on n'est même pas sûr que les rendus nous satisferont. Donc voilà, nous c'est vraiment, on aime, c'est vraiment le côté un peu l'essence pure du travail qu'on va recevoir, qu'on prend presque plaisir à valoriser derrière. Ça marche. Quentin? Oui, alors effectivement, comme Amandine, je ne vais pas spécialement parler du salaire de manière précise, mais en fait, la problématique qu'il faut essayer de trouver, c'est l'équilibre entre qu'est-ce que vous demandez à la personne et quelles compétences vous souhaitez qu'elle ait, et du coup mettre le salaire en face, en fait. C'est si vous demandez à la personne d'écrire des textes qui sont pas très qualitatifs, c'est juste pour faire de la quantité, et à côté de ça, du coup, voilà, enfin, vous êtes très exigeant sur la quantité, voilà, il faut juste être en adéquation avec ça. En fait, si à côté de ça, vous n'êtes pas du tout exigeant et que comment dire, pas exigeant sur la quantité, mais vous voulez vraiment beaucoup de qualité, etc., pareil, la qualité, ça a un coût. Donc, il faut juste être cohérent par rapport à ce que vous demandez, en fait. Si vous demandez de la qualité, de la quantité, une personne autonome, voilà, tout ça, ça doit se voir sur le salaire, en fait. Je vais juste préciser une chose parce que je vois beaucoup de questions passer et de frustration certainement sur la question dans le chat. Ça dépend aussi si on parle du salaire d'un rédacteur SEO ou de peut-être un consultant SEO plus au sens large. Alors, consultant SEO, ça dépend de sa formation, de ses compétences, de son expertise, si c'est un junior, si c'est un senior, il y a plein de choses à prendre en compte. Pour les rédacteurs SEO, après, on parle souvent d'un tarif au mot. C'est quelque chose qui me pose toujours question, moi, personnellement, mais que je n'ai pas encore tout à fait résolu. Donc après, ça dépend aussi du volume de commandes, du volume de contenu commandé, mais ça peut être pour quelque chose qui est très généraliste et vraiment de base, type truc et astuce, on sera peut-être autour de 8 ou 10 centimes le mot, et pour des sujets d'expertise, ça peut monter largement au-dessus de 10 centimes le mot, en fonction du type de sujet et du profil du rédacteur. Voilà, ça peut aller jusqu'à 15 centimes le mot pour certains contenus, mais vraiment, voilà. Après, ce sont des grilles qui peuvent évoluer aussi. C'est pas parce que c'est ça aujourd'hui que ce sera ça demain, que c'était ça hier. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de rédacteurs, plus qu'il y a 3 ans très certainement, sur ce terrain-là. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est difficile de se prononcer de façon ferme sur ce sujet-là. En tout cas, c'est vraiment quasiment du cas par cas. Je vais vous donner ma vision de recruteuse parce que du coup, on a la chance d'avoir un annuaire de talents et donc des salaires en temps réel sur l'ensemble des talents que l'on peut recruter. Aujourd'hui, concrètement, un jeune rédacteur SEO ou consultant SEO, on va commencer entre du 32 et 35 selon qu'on est en province ou à Paris. C'est plutôt ça qui va faire la différence. Les consultants SEO au sens technique du terme,
c'est des profils qui vont monter très vite. Donc, 2-3 ans d'expérience, on va déjà être sur du 45 000 euros et ça peut monter à 60-75 000 euros très rapidement dès qu'on dépasse les 5 ans, 10 ans d'expérience. C'est vraiment des profils qui vont monter fortement dans les tours. Nous, on est plutôt sur du CDI, pas sur du freelance, mais en tout cas, on voit vraiment une montée en puissance et une valorisation de la double compétence qui est finalement pas si fréquente. On a plutôt tendance à avoir des content managers d'un côté et des SEO techniques de l'autre. Et là, les niveaux de salaire sont très différents. Ce qui aujourd'hui reste le plus valorisé, c'est les SEO techniques, les rédacteurs qui savent écrire SEO compatible, donc la compétence qu'on appelle le SXO, sont encore très rares et là, on a assez peu de recul sur le marché. Donc là, c'est du cas par cas chez les annonceurs. Je vous propose qu'on passe aux outils. On a beaucoup de questions sur les outils. Quels sont les outils que vous utilisez et qui vous font gagner du temps? Quelques bonnes pratiques que vous pouvez partager avec nos auditeurs? Sans vouloir faire de publicité particulière, c'est vrai qu'on utilise SEMJ au quotidien pour optimiser nos contenus existants et depuis peu aussi pour l'intégration de nouveaux contenus qu'on commanderait. Ça, c'est un outil qui nous fait gagner du temps parce qu'on voit en même temps qu'on rédige quelles sont les suggestions d'optimisation. Et après, les autres qui nous font, on utilise beaucoup, en fait, on a toute une panoplie, tout un panel d'outils SEO, pas forcément que rédactionnels non plus, mais qui nous permettent d'aller chercher les mots-clés pertinents, les volumes de recherche dessus, s'ils sont concurrentiels ou pas. Je pense que toutes les personnes qui participent à cette conférence ont au moins 2 ou 3 noms d'outils en tête qui permettent de le faire. Ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Donc, parfois, il faut croiser un petit peu les informations de l'un à l'autre. Et on utilise pour notre part aussi pour les aspects techniques OnCrawl. Intelligence artificielle ou pas intelligence artificielle? Je vais peut-être reposer la question finalement un peu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous faites aider ou est-ce que vous faites encore confiance aux humains pour optimiser vos contenus en termes de SEO? Confiance aux humains, d'autant plus que l'intelligence artificielle, on n'a pas encore beaucoup de recul vis-à-vis des algorithmes de Google notamment. En tout cas, les premiers éléments ne sont pas très positifs, donc un petit peu frileux sur ce point-là. Et puis, juste humainement, confiance en la personne qui écrit, en son expertise. L'être humain apporte de la valeur, je pense, au contenu. Et pour moi, c'est un point incontournable. Ça marche. Quentin, un avis sur le sujet? Oui. Alors, du coup, pour les outils, en fait, on a évolué, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, effectivement, on utilise SEMJ, mais j'ai envie de dire ça dépend de votre quantité d'articles que vous voulez produire, en fait, parce que au début, on a commencé, on ne produisait pas autant qu'aujourd'hui, donc on n'avait pas forcément, on avait aussi un budget limité, donc on ne pouvait pas forcément se permettre de payer trop cher pour ça. Donc on avait d'autres outils comme, par exemple, il y a SEO Quantum qui fait ça aussi, c'est pour donner un peu d'autres outils aux gens pour ne pas avoir qu'un seul à donner. Mais nous, on a commencé avec ça et après, du coup, on est passé sur SEMJ parce qu'on avait besoin de grossir et d'aller un peu plus vite. Et après, avec ça, on couple avec d'autres encore outils. Alors, effectivement, OnCrawl aussi, pour suivre un peu ce qui se passe au niveau technique une fois que tout est sorti. On utilise aussi Ahref plus pour la partie recherche où on va vraiment assez loin pour vraiment trouver des cocons sémantiques qu'on n'a pas encore traités. Et du coup, voilà, on utilise sur cet outil-là. Mais il y a d'autres outils qui peuvent le faire, comme SEMrush, par exemple, qui fonctionne très bien aussi. Et voilà pour les outils globalement. Et c'est pour la partie intelligence artificielle, on a essayé. On a essayé, du coup, avec notre rédactrice. C'est pour l'instant, en tout cas, pour notre part, ça ne convient pas. Ça aide un petit peu pour peut-être débuter certains sujets, c'est-à-dire que ça permet de construire un petit peu le brief et donner quelques pistes à explorer, mais ça suffit clairement pas. Aujourd'hui, nous, on a clairement besoin d'une rédactrice qui vient, qui fait son plan. C'est juste que l'intelligence artificielle vient aider un petit peu à la rigueur, mais on a besoin de l'humain.
Bon. En termes d'organisation, comment travaillent vos équipes? Est-ce que vous avez créé des content factories? Est-ce que les gens travaillent ensemble dans des espaces qui sont communs? Comment vous créez ces synergies entre le contenu et le SEO? Quentin, tu voulais commencer toujours. Alors, c'est à toi. Comment on crée les… Alors, effectivement, nous, on a créé tout un process en fait, de rédaction qui s'est fait au fur et à mesure. Hein. Au début, on était un petit peu comme tout le monde, je pense, un peu perdu et on ne savait pas trop où aller. Donc, on a tout processisé pour en fait… la rédaction, c'est la partie un peu créative de la production d'un article, mais en fait, il y a toute une partie en amont il faut d'abord cibler les bons sujets. Ensuite, une fois qu'on a ciblé les bons sujets, il faut préparer la rédaction, mais toute cette partie-là, elle se fait en amont, on n'a même pas encore rédigé quoi que ce soit. Ensuite, il faut vérifier que ce qu'on va écrire au niveau des titres, par exemple, ça correspond bien avec les intentions de recherche qui sont derrière. Donc vraiment, nous, on a fait tout un process pour la rédaction qu'on applique pour chacun de nos contenus. Et en fait, partant de ça, après, voilà, on a défini aussi des objectifs qu'on voulait atteindre. Alors nous, c'est mensuel. On peut définir les objectifs autrement en fonction des formats d'équipe. Et donc voilà, en tout cas, on fonctionne comme ça. On a créé notre process en interne et on l'applique tout le temps. Et vos équipes sont ensemble ou comment ça se passe? Eh ben, effectivement, nous, alors on a un peu des spécialités en fait en fonction des personnes. C'est-à-dire qu'on a une personne chez nous qui va rédiger plutôt la partie vraiment technique, caractéristique de produit, par exemple, qui va vraiment être très spécialisée et qui est vraiment quelqu'un qui connaît le métier, la pièce détachée électroménager par cœur. Et du coup, à côté de ça, on a une personne qui, elle, va plus rédiger des articles vraiment un peu plus larges, qui restent très techniques, mais qui peuvent atteindre un public beaucoup plus large, qui vont vraiment faire de l'acquisition de nouvelles personnes avec la rédaction d'articles de blog, par exemple. Ça marche. Amandine, Marjolaine, vous êtes plutôt en mode externalisé, vous, mais comment vous arrivez quand même à créer cette synergie entre vos rédacteurs et vos besoins en SEO? Alors en fait, vas-y Manon. Vas-y Amandine. C'est un petit peu hybride de mon côté, c'est-à-dire que j'ai 3 chargés, 2 qui sont chacune responsables d'une marque au sein du groupe et donc du site internet qui correspond. Elles sont à la fois opérationnelles et en mode pilotage, c'est-à-dire qu'elles sont opérationnelles donc en lien très étroit avec les rédacteurs justement externes. Elles réceptionnent, elles intègrent et elles s'occupent de tout ce qui est maillage, mise en cocon, voilà, tous ces aspects de finalisation des contenus pour nos sites internet. Elle travaille également sur les contenus existants pour les optimiser. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. C'est pas parce qu'on travaille comme ça que ça peut pas. Voilà, je mets toujours des guillemets que c'est susceptible d'évoluer en fonction de nos besoins et de nos objectifs. Donc elles sont sur une partie qui reste quand même ancrée très opérationnelle sur ces aspects-là en tout cas. Et par contre, du coup, on externalise les nouveaux contenus et on fait, on a vraiment un carnet d'adresses précis et on fait des points régulièrement. On a réussi à créer une espèce de confiance et de dialogue où les choses sont très fluides aujourd'hui, avec un petit cahier des charges qui est défini et qui est clair. Et après, par contre, on fait confiance à chacun des rédacteurs ils ont chacun leur patte un petit peu différente et c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme des contenus. On sait presque à la lecture quel rédacteur a rédigé quoi. Donc voilà, même s'ils sont tous aussi bien optimisés les uns que les autres, ce sont des profils différents et donc forcément des rendus différents aussi. Mais on est 3, du coup, on est en open space, nous, donc il n'y a pas vraiment une factory au sens physique du terme. Et après, on dialogue quotidiennement avec, comme s'ils étaient en interne, mais en télétravail permanent avec nos rédacteurs. Ce sont tous des freelances, avec nos rédacteurs externes. Alors, on a beaucoup de questions qui posent sur la technique. Donc, on est sur une table ronde plutôt organisationnelle et comment construire une équipe. Donc, je ne vais pas forcément répondre là, même si vous aurez des réponses et on vous répondra. Je vais plutôt me focaliser sur les réponses ou les questions qui ont trait à l'organisation et aux ressources finalement dont on a besoin pour constituer une équipe SEO qui performe. Et donc, on a beaucoup de questions sur, au-delà des outils,
sur quel type de plateforme vous allez chercher vos freelances ou quel type de budget vous consacrez à ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a un premier volontaire pour répondre? En pourcentage de CA, aujourd'hui, votre effort SEO, ça correspond à quoi sur votre budget marketing? On est sur quel type d'ordre de grandeur? Alors nous, les aspects marketing et les aspects éditoriaux, entre guillemets, sont scindés. Donc, je n'aurai pas cette vision-là à communiquer aujourd'hui. Par contre, là où on va chercher les rédacteurs, de mon côté, j'ai eu quelques approches sur LinkedIn auxquelles j'ai bien voulu laisser une chance, entre guillemets. Donc, pour certains, ça a fonctionné, pour d'autres, non. C'est comme ça. Et puis après, je suis allée chercher dans les groupes, dans les communautés des formations que j'ai moi-même suivies, puisque ce sont des formations que j'ai trouvées qualitatives et qui m'ont apporté beaucoup. Du coup, c'est un gage pour moi de qualité en termes à la fois rédactionnels, mais aussi de compréhension de la technique. Ce sont des rédacteurs, mais voilà, qui ont un petit côté de penser à l'aspect technique derrière. Et du coup, voilà, de savoir que je vais aller trouver dans ces endroits-là des personnes il y a déjà une confiance du fait qu'ils aient suivi une formation que je connais bien et dont j'ai entendu parler et qui est reconnue pour en tout cas être un pôle de bons rédacteurs. Tu veux nous partager ce bon plan, du coup, sur cette formation, sans faire on n'est pas là pour faire de la pub, on va en citer plusieurs, mais voilà, quels sont les viviers dans lesquels tu... je voudrais bien, mais j'avoue que là, j'ai un des noms qui m'échappe, donc j'en aurai qu'une à citer. Je ne voudrais pas faire de focus particulier sur un. Il y en a beaucoup qui sont très bien. Après, c'est parce que ce sont des formations que je connais moi. Et du coup, ça compte aussi. Ça ne veut pas dire que les formations que je ne connais pas ne sont pas bien. Il faut faire le pendant aussi là-dessus. Marjolaine, Quentin, sur les ressources que vous mettez en œuvre par rapport à ces sujets-là? Nous, on a la chance d'être dans un groupe qui a tout à fait conscience de l'intérêt, de l'importance du SEO et de l'importance d'avoir des contenus de bonne qualité. Donc voilà, globalement, en termes de ressources, on a toujours les ressources dont on a besoin. Donc, ce qui compte chez nous, en fait, c'est vraiment de trouver des profils avec lesquels on va pouvoir avoir une relation pérenne, en fait. Enfin, ce qu'on cherche vraiment, c'est la durée. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai recruté personne depuis que je suis arrivée, parce que ça marche très bien avec les profils que nous avons. Et notre objectif, c'est vraiment de continuer à travailler avec eux le plus longtemps possible, parce que ils ont compris nos problématiques, ils nous livrent rapidement des contenus qui nous plaisent. Voilà, donc c'est chez nous, enfin voilà, je trouve que la relation dans la durée, c'est vraiment ce qui fait qu'on va avoir des contenus qui vont être de plus en plus performants en termes de SEO. Et c'est vrai que, par exemple, chez nous, le SEO, c'est vrai que c'est une part très importante des visites sur le site. Donc, c'est plus de la moitié. Donc, c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait prioritaire dans notre équipe. Ça marche. Quentin? Alors nous, on a eu une prise de conscience par rapport au SEO. Effectivement, on n'a pas toujours mis l'accent sur cette partie-là. Mais donc, du coup, il y a quelques années, on a pris conscience et du coup, on a mis les bouchées doubles. J'ai envie de dire que le budget dépend des attentes. C'est-à-dire que si vous voulez passer de, je sais pas, 1000 de trafic sur votre site à 10 000, 100 000 par mois, par exemple, du coup, il faut mettre en face l'argent qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut écrire beaucoup de contenu, de qualité. Voilà, après, c'est un peu compliqué de répondre précisément à la question. En tout cas, nous, on a fait le choix de recruter quelqu'un. Donc, à la rigueur, le budget qu'on a mis, c'est celui-là. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Enfin, c'est vraiment... ça dépend vraiment des attentes, quoi. Si vous ne croyez pas... si vous avez aucune attente vis-à-vis de la SEO, ça ne sert à rien de miser dessus. Par contre, du coup, si vraiment vous voulez percer et aller combattre, entre guillemets, vos concurrents sur le sujet, il faut mettre le budget qui va en face, quoi.
C'est clair. Peut-être ça. Alors, ça croise et ça répond sans doute en partie à un certain nombre de questions là, qui arrivent sur le chat. Comment sensibiliser une équipe en interne qui ne serait pas SEO orientée ou SEO focus. Finalement, vous avez tous parlé de performance et peut-être si je peux émettre un avis, c'est sur la partie KPIs, c'est-à-dire qu'effectivement, selon quel est l'objectif, en fait, le but de faire du SEO. On ne fait pas du SEO pour faire du SEO. On fait du SEO parce qu'on veut plus de trafic, parce qu'on veut plus de conversion, Et donc, finalement, c'est peut-être le fait de conduire votre stratégie SEO en fonction du résultat que vous voulez avoir. Les moyens vont être indexés à, effectivement, l'atteinte des KPIs également. Et donc, c'est hyper important de mesurer de ce que l'on fait. Ça, c'est aussi une des problématiques, c'est d'être vraiment très au fait de ce qui se passe, de ce que ça génère, de ce que ça génère pas, et de se réajuster en fonction d'eux. Donc, ce qu'on appelle du marketing, du data-driven marketing, mais c'est un peu clé en matière de SEO aussi, c'est de vraiment regarder ces chiffres et en fonction des chiffres, d'être sûr qu'on met les efforts au bon endroit. Ça sert parfois à rien d'investir dans un mot-clé en particulier alors que finalement, il ne fonctionne pas. Et ça peut être un bon moyen par les chiffres de convaincre finalement sa direction marketing qu'on n'est pas au bon endroit et que même si la direction s'arc-boute sur un mot, et ben, c'est pas le bon mot. Donc, il va falloir en changer. Voilà. Donc, la gestion par les KPIs. Est-ce que vous auriez d'autres bonnes pratiques? Il nous reste à peine 10 minutes. J'ai peut-être un conseil à donner à nos auditeurs et puis on passera aux questions plus précises de nos auditeurs, si vous voulez bien. J'ai peut-être deux mini-conseils. Le premier, c'est que il faut aussi avoir conscience que c'est pas parce qu'on mène une action SEO aujourd'hui que c'est valable pour des années. Il y a une question de durabilité des effets et d'entretien. Et du coup, parfois, on se retrouve dans des situations où des actions ont été menées d'un coup à un certain moment et puis personne n'est jamais revenu dessus. Mais bon, Google, les autres moteurs de recherche continuent à vivre et à faire évoluer leurs outils. Et les concurrents ne dorment pas non plus. Donc, voilà, c'est un travail permanent. Et plutôt que de faire des grosses actions tout d'un coup, il faut aussi avoir une stratégie qui s'étale sur la durée avec diverses échéances et divers reportings. Et l'autre chose, c'est d'être curieux. Voilà, on peut être un très bon rédacteur SEO, mais je reviens un petit peu à ce que je disais au tout début. Voilà, ne pas hésiter à avoir une veille un peu plus large que juste, je parle en veille, hein, pas forcément en termes d'opérationnel, mais un peu plus large que juste son secteur pour bien comprendre le digital d'un point de vue écosystème et quelle est la place du SEO dedans et comment ça s'articule avec les autres éléments du secteur digital. C'est un élément de stratégie. C'est ça que tu veux nous dire. Ouais. Régularité et un élément de stratégie. Ouais. Ok. Marjolaine, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que tu partagerais? Ben moi, je vais m'adresser aux auditeurs les plus jeunes parmi vous et qui pourraient être tentés par la rédaction. C'est qu'effectivement, mener une veille SEO, c'est extrêmement important et surtout menez-la même pendant vos vacances, même si ça vous prend juste 5 minutes par jour. Mais aussi, n'hésitez pas à vous spécialiser en fait, parce que vous voyez, Quentin, Amandine et moi, on travaille dans 3 secteurs très différents et en fait, on n'a pas besoin des mêmes rédacteurs, on a besoin de rédacteurs qui connaissent bien nos secteurs et parfois, on n'y pense pas. Parfois, il y a des secteurs qui ne sont pas sexy. Alors, j'admets que l'immobilier, ce n'est pas forcément le secteur le plus sexy du monde. Peut-être que les pièces détachées, ça ne vous fait pas rêver non plus. Et pourtant, il y a des choses extrêmement intéressantes à dire. Et il y a moyen d'avoir des postes où vous aurez pleine satisfaction intellectuelle, un bon salaire, accessoirement, ça compte quand même dans la balance. Et puis, ben, voilà, où vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour mener votre carrière. Donc, voilà, n'hésitez pas. Gardez la porte trop ouverte, parfois ça vous fera perdre des opportunités. Quentin, un conseil de ton côté? Eh ben, oui, effectivement. En fait, j'en aurais deux, en fait, peut-être pour suivre Marjolaine. En fait, rester en fait, ouvert aux opportunités et en fait, à partir du moment où il y a une opportunité qui se présente, même si c'est pour se spécialiser dans un secteur, si on a une appétence pour ce secteur, en fait, oui, foncez dessus et rester tout de même flexible. C'est-à-dire que le SEO, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps.
ça évolue. Google change ses algorithmes régulièrement. Donc, en fait, si on se dit que j'ai fait ça et j'ai toujours fait ça, ça fonctionne, et ben en fait, à un moment donné, ça ne fonctionnera peut-être plus. Et si vous ne remettez pas en question ce principe-là, et ben en fait, du coup, vous allez vous spécialiser dans quelque chose qui va devenir obsolète. Donc, juste garder en fait ce côté curieux, comme disait Amandine, et continuer en fait d'explorer les choses au quotidien. Et l'autre conseil que je donnerais, ce serait plutôt du point de vue manager, donner de l'autonomie aux équipes pour vraiment pouvoir travailler dans de bonnes conditions et pouvoir en fait être force de proposition sur certains sujets, parce que voilà, on ne peut pas tout contrôler. Le SEO, c'est comme un arbre, hein. Donc, du coup, vous ne pouvez pas contrôler chaque bourgeon qui va éclore. Donc, essayez de donner de l'autonomie à vos rédacteurs pour du coup vous focus sur d'autres sujets plus stratégiques. Bon, alors si on résume, une Dream Team SEO, comment vous la composeriez? J'ai l'impression qu'elle soit en interne ou qu'elle soit en externe, il y a toujours une composante sur la ligne éditoriale, donc ce qu'en anglais ou en français dans le texte, on appellerait un content stratégiste, des rédacteurs pour du coup mettre en mots cette ligne éditoriale, et puis du SEO technique, parce que forcément, il y a un moment, il faut mettre en œuvre, il faut écrire SEO compatible, et ça, c'est les éléments. Donc, une équipe courte, c'est à mon avis 3 personnes, un content stratégiste, un content manager, un SEO manager. Comment vous voyez les choses? Si on monte jusqu'à 5, quelles sont les compétences que vous agrégez? Un chef de projet? Je pense que les 3 profils, c'est une base solide. Après, une personne peut avoir 2 casquettes aussi, et puis ça dépend. On est tous les 3 dans des structurations, des organisations très différentes qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc voilà, on ne va pas forcément chercher la même chose. La troisième, c'est pas vraiment du SEO pur, mais oui, il y a un aspect de développement. Voilà, en tout cas, programmation aussi à prendre en compte sur certains aspects qui sont off-site. Et voilà, ça viendrait compléter pour avoir les 4 facettes. Ok. Il y a aussi la dimension, c'est-à-dire s'il y a plein de contenus à rédiger, il peut y avoir plein de rédacteurs, et donc après, oui. Voilà, si on parle en fonction du nombre de contenus à produire, évidemment. Mais ça va mieux. Rédiger bien, ça prend du temps. Rédiger bien, ça prend du temps. Et ça a un prix. Le temps, c'est de l'argent. Ok. Quentin, un avis sur le sujet? Oui, sur la partie technique, je rejoins Amandine. En fait, il y a un côté, c'est que si vous pouvez écrire le meilleur texte du monde de manière la plus SEO possible, friendly, que vous voulez, si votre site techniquement il n'est pas bon et qui lui n'est pas au niveau du développement bien pour la SEO, en fait vous n'allez pas bien performer. Donc même si effectivement ce n'était pas le focus aujourd'hui, il y a vraiment cette partie où il faut s'assurer en fait que son site est bien architecturé pour mettre en valeur ce que vous venez d'écrire. S'il est mal architecturé ou qu'il ne met pas bien en valeur ou qu'il y a une profondeur de page extrême et que votre article se retrouve au fin fond de votre blog, voilà, vous allez un peu gâcher entre guillemets tout ce dont on vient de parler et tout ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'on peut se dire que le SEO finalement n'est qu'un levier parmi d'autres, hein, et c'est qu'un levier du marketing, c'est qu'un levier de l'acquisition. Et effectivement, ça fait partie d'une stratégie souvent beaucoup plus globale où il y a d'autres leviers, organiques, payants, d'autres outils à utiliser, et que c'est vraiment un tout. Donc, l'importance de travailler en équipe sur ces sujets-là. On arrive quasi au terme. Je sens que Nicolas va nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà, ça y est, il est là. Du coup, peut-être une dernière question, je crois pas. Alors, pour Quentin. Quentin a évoqué les outils gain de temps pour le SEO. Quels sont ceux utilisés du coup par vos collaborateurs? Et puis, il y avait une question, Nicolas nous ayant rejoint. Que fait SEMJ et qu'est-ce qu'il propose qui soit différent de la concurrence? Donc, peut-être, Nicolas, tu peux nous aider à répondre à cette question un peu plus technique. Sur la partie SEMJ, tu veux dire? Ouais, exactement. Ah, donc c'est ma minute auto-promo. Ah non, c'est ouais. Enfin, non, c'est pas de l'auto-promo. Bon, il y a plein de superbes outils en fait pour aider à faire des contenus plus performants en SEO. Et le sujet, c'est que selon votre type de boîte, moi je vais parler de mes concurrents parce que je les adore.
vous avez Your Text Guru, vous avez SEO Quantum. Dès lors que vous êtes une petite boîte avec des petits besoins en contenu en SEO, c'est des outils parfaits parce que budget pas cher et ça répond à vos besoins de petites équipes. Dès lors que vous avez un enjeu en fait de faire de l'hyper-croissance en SEO en vous appuyant sur une stratégie de contenu, là, on peut passer du coup à des outils beaucoup plus poussés, notamment SEMJ. Donc, SEMJ, c'est un outil qui vous permet de produire des contenus SEO plus performants en moins de temps, si on devait le résumer en une phrase. Après, sachez que pendant la pause, n'hésitez pas à aller vous renseigner, à faire une demande de démo. Si vous n'avez jamais eu de démo en fait, de SEMJ, ça sera l'occasion. Ça marche, merci. Je crois qu'on est quasi au bout, donc je te laisse le mot de la fin du coup, Nicolas. Ah oui, moi je tenais à vous remercier pour cette super table ronde, pour tous vos partages d'expérience. Je pense que vous venez de secteurs différents, on voit bien qu'il n'y a pas une seule réponse en fait à comment monter sa Dream Team SEO Content. On voit qu'en plus, déjà, il y a les 3 piliers du SEO, le technique, le netlinking, le content, comment on gère 3 piliers. Et rien qu'au sein du pilier content, on voit potentiellement qu'il y a besoin de compétences SEO, de compétences content et bien entendu de personnes pour rédiger des contenus ultra, attractifs pour l'audience. Donc, on voit qu'on est sur le SEO, en fait, la complexité augmente avec le temps. Il y a 10 ans, c'était peut-être pas aussi compliqué. Donc, je pense que grâce à vous, on l'aura bien compris. Donc, un grand merci à vous pour cette table ronde. Et donc, sachez, côté audience, qu'on se donne rendez-vous à 14h30 pour une autre conférence. Donc, une conférence, justement, on a entendu parler d'OnCrawl parmi les outils. Eh bien, ce sera l'occasion, justement, puisque Julien d'OnCrawl, à 14h30, vous donnera ses conseils sur la partie maillage interne, qui est forcément un enjeu ultra important, souvent sous-évalué d'ailleurs, alors que ça peut apporter d'énormes gains, et donc il vous partagera toutes ces astuces. Donc, on fait une pause jusqu'à 14h30, et donc je tiens à vous remercier Anne-Sophie, Marjolaine, Amandine et Quentin pour cette super table ronde. Merci. Merci Bonne beaucoup. pause à tous, Merci à on se tous. retrouve à 14h30.